J'ai le plaisir du coup d'accueillir pour le dernier intervenant de cette introduction, Kevin Yven de Ineos Grenadier. Est-ce que tu peux me rejoindre déjà? Je te laisse peut-être te présenter Ineos, ou le groupe, en tout cas Ineos Sport également, si tu veux. Yes, bonjour à tous. Donc, je suis Kevin Yven, donc data scientist pour l'équipe cycliste Ineos Grenadier depuis 3 ans maintenant. 3 ans, ça correspond au début du sponsoring d'Ineos. En fait, les équipes cyclistes prennent le nom de leur sponsor. Donc, c'était Team Sky, pour ceux qui connaissent, qui est devenu Ineos Grenadier il y a 3 ans. Donc, l'équipe cycliste, elle est connue pour avoir gagné 7 fois le Tour de France et avoir amené beaucoup d'innovations dans le monde du vélo, qui était un sport très traditionnel. Ineos sponsorise d'autres équipes sportives. Donc, c'est pour ça qu'on fait partie de Ineos Sports, donc, qui est un peu la galaxie Ineos, avec notamment l'OGC Nice, qui est deuxième de Ligue 1 actuellement, qui fait partie de ce regroupement avec d'autres équipes qui ont toutes dominé leur sport sur ces dernières années. Les All Blacks, l'équipe de running de Kipchoge, l'équipe de voile Ineos Britannia, challenger de la Coupe de l'América, Mercedes AMG, l'écurie de Formule 1. Donc c'est une initiative qui a été lancée il y a moins de 2 ans, mais l'idée c'est vraiment de créer des synergies entre ces clubs pour qu'on s'apporte tous sur ce... voilà, je pense que la Mercedes forcément a des notions d'analyse de données en temps réel bien plus poussées que nous. La voile en termes de météo peut nous apporter beaucoup. Donc voilà, l'idée c'est de créer des synergies autour de ça. Top. Sur la partie peut-être équipe, est-ce que tu peux peut-être présenter rapidement ce que vous faites et qui vous êtes? Yes. Donc si on zoome sur l'équipe de vélo et sur la partie performance, pour vous faire comprendre comment fonctionne une équipe de vélo, en général, donc il y a le management, il y a les directeurs sportifs, c'est ceux qui gèrent toute la partie en course, la stratégie en course, souvent d'anciens coureurs pro. Il va y avoir les coachs, donc qui gèrent la partie entraînement, camp d'entraînement, et qui sont même des project managers en fait du coureur. Et la partie performance support, donc c'est mon équipe qui est là pour en fait supporter les autres groupes avec en fait des outils et des analyses pour les aider à prendre des décisions plus éclairées en général. Donc elle se décompose en 3 pôles. Il y a Heitor qui s'occupe de la partie nutrition et sciences humaines. On va avoir Dan qui s'occupe de plus tout ce qui est aéro, optimisation de l'équipement, développement de nouveaux équipements et gestion de l'effort en contre-la-montre. Et moi sur la partie data and insights. Peut-être un élément juste sur le positionnement de votre équipe. Est-ce que vous intervenez qu'avant les courses que tout le monde peut-être connaît via la télévision, ou est-ce que vous êtes vraiment sur le avant, le pendant, l'après? Où est-ce que vous vous situez là-dessus? Ouais, peut-être d'abord on pourrait rappeler un niveau contexte autour de quelles données on collecte, même les données qu'on collecte. Ouais. Ça sera plus à l'aise, je pense. Alors d'abord, peut-être que tout le monde n'est pas familier au cyclisme ici. Je ne sais pas si on a des cyclistes dans la salle. On peut faire un sondage, un main levée sur les cyclistes ou ceux qui suivent le vélo. Il y en a quelques-uns. Il y en a un bon nombre. Mais pour ceux qui se sont trompés de sport, en termes de cyclisme, on est un sport très traditionnel, mais très connecté quand même depuis plusieurs années. Maintenant, l'ensemble des cyclistes pros ont un capteur de puissance. Pour ceux qui ne connaissent pas le capteur de puissance, c'est une manière très objective de mesurer l'effort. On va dire, pour faire simple, que ça va être plus précis que la fréquence cardiaque pour mesurer l'effort. Et à partir du moment où on peut objectiver cette mesure-là, ça ouvre en fait plein de use cases hyper intéressants. On va aussi collecter les données de fréquence cardiaque. On a un GPS sur le vélo, c'est un abus de langage, parce qu'en fait, c'est un petit ordinateur de bord qui vient collecter l'ensemble des données, dont les données GPS, vitesse, etc. Et après, en termes de données externes, on va voir tout ce qui est résultats de course, données météo, les montres connectées pour tout ce qui est données de santé, données de sommeil, etc. Et tout un tas de données qui peuvent être collectées. Top. Et qu'est-ce que vous en faites du coup de l'ensemble de ces données? Yes, du coup, comme tu disais, on utilise vraiment la donnée avant, pendant, après la course. Avant, forcément, déjà au stade de détection de talent. Recruter des coureurs de plus en plus jeunes, ça demande de s'appuyer sur leurs données. On va avoir tout ce qui est recrutement aussi, forcément. On peut plus se permettre de recruter à l'aveugle sur des contrats qui valent forcément plusieurs millions. Tout ce qui est optimisation de l'entraînement, sélection pour les courses.
en course, la stratégie en course forcément est affectée. Et après la course, forcément, il faut débriefer. Donc, il faut analyser tout ça pour apprendre pour les courses suivantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces challenges que vous rencontrez sur les use cases? Yes, du coup, je vous ai montré qu'il y a différentes sources de données très variées. Et ça peut être compliqué selon les use cases. En fait, on peut avoir besoin de plusieurs sources de données. Et si tout n'est pas au même endroit, ça peut rendre les choses beaucoup plus compliquées. Il y a un problème de volume aussi de données. Comme je disais, ça fait plus de 10 ans qu'on a des capteurs de puissance. Certains de nos coureurs ont plus de 10 ans d'historique de données. On suit un nombre de coureurs de plus en plus important. Donc forcément, en fait, ça représente déjà rien que les données d'entraînement, plusieurs téras de données. Et quand je suis arrivé dans l'équipe il y a 3 ans, les premiers use cases sur lesquels je bossais, j'étais limité en fait par la puissance de calcul de mon ordi, tout simplement parce que je pouvais uniquement penser à des use cases qui se limitaient à quelques coureurs ou remonter que quelques années en arrière, ce qui est très dommage pour une équipe comme Ineos qui a vu passer un ensemble de coureurs qui ont un palmarès incroyable. Et on était vraiment, c'était pas une question de volonté, c'était vraiment la capacité à utiliser l'ensemble de ces données pour nos use cases. Donc la solution à tout ça, et aussi au fait qu'on manquait d'outils, parce que forcément une équipe cycliste pro va avoir des besoins plus poussés que le cycliste lambda. On ne va pas pouvoir se contenter d'utiliser uniquement les solutions proposées par les plateformes commerciales. Et on a besoin d'aller plus loin. Du coup, mon premier job en fait, chez Ineos, ça a été de regrouper l'ensemble de ces données sur une plateforme, forcément sur le cloud AWS, et donc d'avoir ce single point of truth, donc vraiment la référence de nos données, tout est au même endroit sur AWS et tous nos outils ont pu être connectés du coup à ce point de données central. Top. Si on rentre peut-être un peu plus dans le détail de ce que vous faites, est-ce que tu peux peut-être détailler un use case ou deux si tu peux? Ouais, j'ai un use case que je vais présenter. J'avais l'occasion de le présenter à la AWS Summit de Londres cette année, conjointement avec l'équipe de SageMaker Canvas. Pour ceux qui ne connaissent pas, SageMaker, c'est un service Data Science Machine Learning d'AWS. Et SageMaker Canvas, c'est un sous-service, on va dire, qui va permettre de le faire tout ça de manière quasiment no-code, via une interface que j'ai eu l'occasion de tester pour la première fois pour ce use case. Le use case en question, l'idée c'était en fait de collecter autant possible d'efforts sur des arrivées au sommet, donc sur différents grands tours, le Tour de France, etc. L'idée c'était de collecter un maximum d'efforts qui ont pu être faits, des efforts au niveau top mondial. Et en fait, un effort en col est très bien décrit par le rapport poids-puissance du coureur. Donc, vu qu'on lutte globalement contre la gravité, le coureur qui génère le plus de puissance par rapport à son poids va arriver le premier en haut de la côte. Et donc, une fois qu'on a ce métrique, l'idée c'était de voir comment en fait, les autres variables pouvaient influencer l'évolution du rapport poids-puissance pour ces arrivées au sommet. Notamment forcément la durée de l'effort, un impact, le type de côte, la pente de la route, etc. Il va y avoir tout ce qui est environnemental, la température, l'altitude peut avoir un impact significatif sur la performance, ainsi que la fatigue du coureur. Donc au-delà de pouvoir te faire de l'inférence, donc j'ai entraîné très rapidement un modèle là-dessus, sur SageMaker Canvas, j'ai eu des résultats très probants vraiment rapidement. Et au-delà de pouvoir faire de l'inférence, pouvoir faire de la prédiction pour les courses suivantes, ce qui nous intéressait davantage, c'était de comprendre en fait ce qui se passait derrière. Et en fait, SageMaker Canvas nous permettait directement sur l'interface d'avoir les graphiques des chap values qui nous donnent en fait la contribution de chaque variable au modèle. Donc l'altitude, par exemple, ici on peut voir qu'en fait, donc on a ici l'altitude par rapport au watts par kilo, et on pouvait voir qu'avant 1300 mètres d'altitude, il n'y a pas franchement d'impact, ou un impact assez réduit par rapport à ce qui se passe après 1300 mètres, où on voit qu'on a une perte significative de la puissance qui peut aller jusqu'à 0,4 watts par kilo entre un effort fait au niveau de la mer et un effort fait au-dessus de 2000 mètres. Et ça nous a permis vraiment de chiffrer en fait, concrètement l'impact donc de l'altitude sur la performance. On a fait la même chose avec la température. Donc, comme on peut s'attendre, on va avoir les températures extrêmes qui vont avoir un impact négatif.
et une température optimale autour de 20 degrés. Et en fait, le fait de pouvoir chiffrer ça, un cas précis, c'était on a un coureur qui a performé, qui a gagné une étape sur le Tour de Suisse. Et le Tour de Suisse, c'est pour nous comme une course de préparation pour le Tour de France, et derniers tests pour certains coureurs avant le Tour de France. Le plateau, tout le gratin mondial n'est pas forcément présent. Et notre coureur, il a gagné l'étape, mais il était encore déçu parce qu'il voyait son niveau de puissance à 5,9 watts par kilo. Il était sous la barre des 6. Donc psychologiquement, voilà, il doutait en fait de pouvoir performer sur le Tour de France. Il savait non, pour cette durée d'effort, je dois pouvoir faire 6,2, je dois pouvoir faire 6,2. Et le fait d'avoir ce modèle-là, on a pu lui montrer concrètement l'impact de l'altitude qu'il avait complètement sous-estimé, l'impact de la chaleur, il faisait très chaud malgré l'altitude, et lui montrer que concrètement, l'altitude lui a fait perdre 0,2 watts par kilo, la température 0,1. Donc en fait 5,9, c'était vraiment une performance de niveau mondial et qui pouvait aller confiant au Tour de France et que s'il était capable de reproduire sa performance, il allait performer. Donc ça a permis de rassurer le coureur grâce à ce modèle. Juste un petit point là-dessus, on l'a vu avec Sarah aussi, peut-être avec le niveau de maturité au niveau de l'escrime, mais comment réagissent les coureurs aujourd'hui vis-à-vis de l'impact de la donnée, l'analyse de la donnée? Est-ce qu'ils sont tous favorables? Je pense à un exemple d'un autre coureur qui est pas chez Ineos, donc je peux le citer, à Alaphilippe notamment, qui je crois a des capteurs de puissance juste depuis quelques années. Comment ils sont en termes de maturité, les cyclistes, en tout cas chez vous, ou de ce que tu vois dans ton expérience? On va dire que la maturité des cyclistes au niveau de la data est très corrélée à leur âge. On a les coureurs les plus expérimentés, on peut dire comme ça, qui vont être les plus réfractaires, mais qui se rendent compte maintenant progressivement que vu qu'il y a des petits jeunes qui arrivent, et on a vraiment des coureurs très jeunes qui arrivent et qui sont vraiment à fond là-dedans, et que c'est pour ça que éventuellement, on a des coureurs qui gagnent le Tour de France maintenant à 22 ans. Donc c'est vrai que je pense que voilà, il y en aura toujours quelques coureurs qui sont en fin de carrière qui restent réfractaires et qui veulent rester un peu dans le confort. Et voilà, on aura toujours du mal à les convaincre, mais la tendance est claire et je pense que tous les coureurs vont vers ça. Les nouvelles générations plus sur la donnée et les anciens un petit peu plus réfractaires, en résumé. C'est ça. Pour faire un bilan globalement, donc le fait d'avoir cette plateforme sur AWS, donc ce job sur mes premières années de tout centraliser en fait la donnée au même endroit, ça a donné vraiment un coup d'accélérateur à notre capacité de produire des analyses. On a pu s'occuper de la collecte des données, tout est automatisé. Il n'y a vraiment plus qu'à produire des insights et donc l'ensemble de l'équipe performance peut accéder à tout ce dont ils ont besoin de manière très rapide. Voilà, ce qui permet forcément d'apprendre de plus en plus et de débriefer de manière de plus en plus objective après les courses. Voilà, donc j'avais les next steps forcément, donc ça va être de continuer pour nous d'intégrer encore plus de données, d'explorer de nouveaux use cases et forcément toujours de pouvoir supporter au mieux donc les différents groupes avec toujours plus d'informations la plus objective possible et voilà. Est-ce que vous vous adaptez aussi à l'actualité? Enfin, est-ce que toi, ça a un impact direct? J'imagine que oui, mais peut-être si tu peux nous en dire un peu plus. Je pense par exemple aux annonces récentes du nouveau Tour de France pour 2024. Il y a quelques impacts en termes de parcours, en termes de format de course, un contre-la-montre en dernière étape, des records d'altitude qui vont être atteints dès les premiers jours aussi. Comment ça t'impacte toi au quotidien et comment vous devez être assez agile pour vous adapter et un peu chambouler tout ce que tu as déjà mis en place par exemple? Ouais, forcément, c'est toujours été dans la philosophie de l'équipe de partir de l'objectif pour tout planifier. Forcément, on veut gagner le Tour de France. On commence par regarder le parcours. On analyse le parcours. Donc, le lendemain de la présentation, j'étais en train de bosser sur cette analyse du parcours pour décomposer en fait le Tour de France et partir et tout planifier l'entraînement, la logistique autour de la préparation en fonction de l'événement. Donc, tu l'as cité, plus d'altitude cette année, un chrono en toute fin de tour qui fait qu'il faut être en forme jusqu'à la fin du tour, mais aussi une première étape très dure. Donc, il faut vraiment bien timer le pic de forme en fonction de ça. Donc voilà, forcément, le parcours a été analysé en détail et la planification est déjà faite pour performer le jour J. Il n'y a plus qu'à. Merci Kevin. Merci à toi.